Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invitée d'aujourd'hui découvre le judo à l'âge de 13 ans. Très vite, elle progresse dans les catégories de jeunes et intègre l'INSEP en 2000. En 2006, elle devient championne du monde pour la première fois. Elle est également championne d'Europe et très attendue au JO de Pékin en 2008, mais va se faire éliminer au premier tour. Elle décide alors de changer de catégorie en 2009 et devient championne du monde en 2011 en catégorie des moins 63 kg. En 2012, elle remporte la médaille de bronze au JO de Londres. Elle décide à nouveau de se lancer le défi de repartir dans sa catégorie des moins de 70 kg et remporte à nouveau le titre de championne d'Europe et de championne du monde. Avec un aussi grand palmarès, j'étais curieuse de voir comment elle s'était construite un mental qui lui a permis d'être performante à de nombreuses reprises. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Gévrise Eman. J'ai vu que tu avais démarré le judo à 13 ans. T'as amené vers ce sport-là. Bah écoute Sophie, moi j'ai commencé le judo au collège, déjà en 5e, et c'est comme ça que j'ai découvert cette activité. Alors au début c'était juste une activité physique et sportive que je pratiquais donc dans un cadre scolaire, et ensuite petit à petit, voilà, ça m'a plu, et en plus au niveau voilà des compétitions et des rencontres que nous faisions entre collèges, et ben ça se passait plutôt bien pour moi, et donc j'ai décidé derrière d'aller m'inscrire au club de ma ville, et mon professeur d'éducation physique et sportive était aussi professeur de judo, donc du coup ça a facilité les choses, et et je pense qu'il avait déjà détecté certaines aptitudes chez moi, mais pas seulement chez moi, parce que nous étions un groupe en fait, donc voilà, dans le groupe d'élèves auquel je faisais partie. Et est-ce que quand tu démarres, au début, tu penses déjà à faire du haut niveau, à t'as des Jamais. rêves? T'as Non, pas de pas du rêve tout. olympique dès le départ? Jamais. Ah non, pas du tout. Moi, je rêve à m'amuser, à prendre du plaisir, à voyager à droite à gauche, à rentrer de compétition, et puis tous ensemble, on est là, on mange et tout. Voilà, tout simplement. C'était plutôt ce côté convivial. Et en plus, à l'époque, je pratiquais aussi la danse, je faisais du piano. Enfin voilà, je faisais plein de choses. Donc du coup, je rêvais pas de JO, quoi. Et pourtant, j'adorais le sport, ça oui, parce que issu d'une famille assez sportive. Voilà, j'avais pas forcément d'ambition olympique, mondiale, européenne derrière. Alors, tu viens de dire quand même que peut-être ton entraîneur avait détecté des choses. Est-ce que toi, tu crois que tu avais un état d'esprit propice à la compétition dès le jeune âge? Peut-être, avec du recul, parce que j'avais un sacré caractère, je me laissais pas faire. Je voulais souvent effectivement terminer la première. Même sur des jeux avec mes frères et sœurs, voilà, je voulais souvent m'imposer. Donc voilà, c'était peut-être déjà des petites choses comme ça. Et le fait de faire un sport de combat, est-ce que ça révèle quelque chose de ta personnalité Hormis l'aspect purement combatif, je sais pas. Ça aurait très bien pu être un autre sport, en fait. Des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis que des fois, ça pourrait être, ça aurait pu être un autre sport. Bah, c'est tombé sur le judo, tant mieux. C'est vrai que hormis l'aspect purement combatif, parce que je le suis dans la vie de tous les jours, après autre chose, point d'interrogation. Parce que tu sais, il y a plein de filles qui commencent un sport, ou même de garçons, mais Mm. qui accrochent pas, en fait. Mm. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vois, ça accroche avec ton sport en particulier? Je pense que c'est aussi, c'est-à-dire la spécificité du judo, et ce qui est beau dans le judo, c'est que ça donne la possibilité à un grand nombre de personnes, d'individus, de pouvoir s'exprimer. Alors, avec le recul, hein, parce que quand j'étais petite, enfin à 12 ans, je m'en inquiétais pas. Je pense que ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et qui est spécifique au judo. Et donc, peu importe ton gabarit, tu peux pratiquer le judo, et tu peux exceller même. Et peu importe la technique, ton tokiwaza, on appelle ça le spécial en judo, tu peux exceller. Voilà, c'est pas comme la danse par exemple, où il faut avoir une certaine morphologie, ou encore l'athlétisme avec le saut en hauteur par exemple, ou voire même le saut en longueur. Donc après, tu vas me dire qu'il y a des catégories de poids, oui, mais même dans ces catégories de poids là, il y a aussi des gabarits qui sont différents. Ok, donc c'est ça qui fait que c'est accessible pour tout le monde. Ouais. Et du coup, pour moi, la possibilité de m'exprimer pleinement, sans forcément mettre des gens dans des cases. Alors, en général, pour être champion, il faut un moteur. Est-ce que toi, tu as analysé ta motivation, est-ce que ce moteur-là a pu changer au fur et à mesure de ta carrière? Bah, selon certains grands pontes, les motivations profondes ne changent pas. C'est celles qui sont innées, ancrées. Non, mais je dirais que moi, ce qui a été moteur, même si les objectifs ont été différents quand j'ai grandi, évolué, mais ce qui a été moteur, ça
vraiment toujours été de donner le maximum de moi-même à chaque fois, en fait. Même petite, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et le dépassement de soi et du coup, le dépassement de moi. Je pense que c'est ça qui est vraiment moteur. Et pourquoi ce dépassement de soi était, tu vois, avait une signification particulière pour toi? Je pense que ça vient aussi de l'enfance, de mon enfance, c'est-à-dire que mes parents nous ont toujours poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, sans forcément se comparer aux autres, mais aller jusqu'au bout des choses. Donc, à chaque étape de ta construction sportive, cette idée-là que tu dois dépasser à chaque fois des choses que tu avais fait auparavant. Pas forcément des choses que j'avais fait auparavant, mais au moins aller jusqu'au bout de qui je suis à l'instant I, en fait. Et avec les capacités que j'ai, parce qu'il y a des fois où j'étais pas en forme, mais fallait quand même y aller. C'est soit effectivement, j'abandonne et je dis, bon, bah voilà, j'en peux plus et c'est terminé. Soit, bah, même en étant diminué, bah, je décide de mettre un pied devant l'autre et de continuer d'avancer encore et encore. Et jusqu'à la finalité, je ne sais pas quelle finalité ce sera, mais au moins de dépasser mes limites. J'ai vu que tu étais arrivé à l'INSEP à l'âge de 18 ans. Là, est-ce qu'il y a des attentes de résultats qui arrivent et voilà, est-ce qu'il y a une impatience qui est des résultats? Comment tu vis ces années-là avant tes premiers titres mondiaux? Mais Disney, Disney. L'INSEP, c'est un peu Disney, justement. L'INSEP, c'est un peu Disney quand il y a un jeune athlète, une jeune athlète comme moi qui arrive. Et en plus, j'avais pas connu de pôle avant, en interne. J'avais pas connu de pôle avant, de structure. Je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, pour moi, c'est la grande découverte, hein. Donc, je suis à la fois excitée et impressionnée. Et j'ai beaucoup d'envie parce que je sais que même si mes parents habitent à côté, mais voilà, je sais que c'est pas non plus simple pour eux d'avoir leur fille qui est dans une structure un peu loin de chez eux. Et puis oui, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Ça, je l'ai analysé après, mais il y a de l'attente déjà des entraîneurs nationaux. Il y a ma propre attente. Il y a aussi l'attente de la famille. Donc au début, je suis pas en conscience de ça. J'ai que conscience de ma propre attente, c'est-à-dire que bon bah voilà, je suis là. En plus, j'ai été détectée sur un championnat de France et j'ai pas fait de résultats dans les années juniors. Donc vraiment, c'est comme si je tombais comme ça. Et donc du coup, je me dis, bah, de toute façon, tu es là, tu y es, c'est mérité. Et puis vas-y, quoi. Encore une fois, tu donneras le meilleur de toi-même et on verra bien. Sur les premières années, il y a commencé à avoir un peu plus d'attente de ma part parce qu'au début, voilà, je performais pas, c'est-à-dire que j'avais pas les résultats escomptés. Au niveau national, sur les tournois, ça allait, mais après, arriver au championnat, c'était pas ça. Donc, du coup, je commençais à être impatiente, en fait. Et puis, le fait de voir revenir mes camarades de compétition médaillés, alors, à la fois, bah, ça m'a boosté, c'est vrai, mais des fois, j'en pouvais plus. Je me disais, ah, c'est pas possible, j'ai quand est-ce que ça va être à ton tour? Et en plus, l'INSEP, c'est une grande maison où il y a tous les sports, enfin, en tout cas, de nombreuses disciplines sportives. Et donc, du coup, bah, il y a aussi tous mes autres copains et copines qui revenaient avec des médailles de partout où ils allaient, quoi. Donc, voilà, j'étais un peu impatiente en me disant, bon, quand est-ce que mon tour va venir? Comment tu gères cette impatience dans la tête? Parce que c'est compliqué quand on est jeune, Oui. on n'a pas encore eu des résultats qu'on voulait. Moi, j'ai un fonctionnement par étapes, c'est-à-dire que je valide des strates et ce qui me permet de me dire, bon, bah, déjà de prendre confiance et ce qui me permet de dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, tu peux passer à l'étape au-dessus sans me poser 10 000 questions. Oui, est-ce que je suis capable de patati patata. Donc déjà, j'adopte ce comportement-là. Et ensuite, ce qui me renforce aussi, c'est que je me vois progresser. Et ça, c'est un kiff, en fait. Et comme je me vois progresser, eh bien, je me dis que ouais, c'est pour bientôt. Et donc, est-ce que tu le sens venir quand tu deviens pour la première fois championne du monde? Oui, je le sens venir parce qu'il y a eu d'autres compétitions en amont qui ont prouvé qu'il y a eu des déclics, il y a eu des compétitions, ce qu'on appelle des compétitions de référence, des attitudes que j'ai identifiées. Et donc, du coup, oui, je sais que je suis capable d'eux et du coup, c'est pas une surprise. Si mon premier championnat du monde où je fais deuxième, c'était une surprise, et surtout pour moi, le championnat du monde en 2007 où je gagne, pour moi, c'est pas une surprise. Je m'attendais en fait. D'accord, donc c'était un état d'esprit particulier qui t'a permis de gagner ces premiers championnats du monde? En fait, sur le premier championnat du monde, c'était l'insouciance. Je me qualifie sur un dernier tournoi parce qu'on était 3 qualifiables pour le championnat du monde en question. On fait une compétition au début d'été. Je fais le meilleur résultat, donc je fais un podium. C'est moi qui pars en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe déjà. Du coup, je vais au championnat du monde en 2005 au Caire, insouciante. Je suis contente d'être là. J'ai envie de bien faire, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis au fur et à mesure, les choses aussi se goupillent bien. Et
il y a ce petit truc aujourd'hui que j'appelle la détermination et l'envie qui me font passer les tours et qui me font faire des choses que je ne faisais pas avant. En plus, je bats des filles très fortes qui sont déjà multimédaillées, mondiales, européennes, qui ont déjà fait les Jeux. Enfin voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent en place et des étapes que je franchis. Et mon deuxième championnat du monde, là je suis déjà installée, j'ai déjà gagné 2 championnats d'Europe, j'ai déjà une médaille mondiale, donc voilà. Là, donc il y a des choses qui sont déjà installées. Du coup, j'arrive là conquérante, mais conquérante, je m'attends en fait. Donc après, en 2008, il y a les JO de Pékin où tu es favori pour le titre. Et là, tu perds au premier tour finalement. Comment tu as vécu ce moment-là pour des Jeux Olympiques et comment tu as réussi à rebondir après ça? Alors, les Jeux Olympiques en soi, je les ai bien vécus jusqu'à ce que je perde. Jusqu'à ce que je perde, c'était top. Non, mais je regarde une très belle expérience de toute façon. Bah, sur le coup, oui, sur le premier tour, je suis déçue. Alors ça, c'est après que ça arrive. Quelques temps après, je suis déçue, mais je suis détruite. C'est-à-dire que je me demande pourquoi je fais du judo, que je me déteste. Donc en fait, je me flagelle en plus. Donc je me déteste, que c'est inadmissible d'avoir pu perdre aux Jeux Olympiques alors que j'étais championne du monde en titre, numéro 1 mondial. Je venais de gagner Tour de Paris. Enfin, tout était au vert. Et pourquoi ça arrive maintenant, quoi? À ce moment-là, je me dis que je ne devais pas perdre en fait. C'était une obligation de gagner déjà. Donc j'étais complètement dans une phase où j'étais pas bien psychologiquement et j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter le judo en fait, tout simplement. Et en plus, ouais, il me manquait que ce titre-là parce que j'avais tout gagné et j'avais pas réussi à boucler la boucle et à me dépasser. Et qu'est-ce qui te fait rester dans le judo finalement si tu as eu envie de partir? Eh bien, c'est que au final, déjà pendant une bonne année, j'ai un peu erré, posé beaucoup de questions. Je me suis remise en question, mais foncièrement, c'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi-même avec une psychologue et une préparatrice mentale, mais j'ai d'abord commencé par la psychologue pour justement aller chercher, fouiner, pour ôter ces barrières parce qu'il y en avait au final, et cette sensation d'être obligé de réussir, l'obligation de réussite, parce qu'en fait, du coup, c'était quelque chose aussi que nos parents, je dis nous parce que je suis issue d'une fratrie, nous sommes 6, que nos parents nous ont mis un peu comme pression, sans forcément soit le savoir mais voilà, ça faisait partie aussi de l'éducation, et puis c'est comme ça, et puis ça a bien fonctionné de toute façon. Mais voilà, donc il y avait quand même j'avançais avec un poids, et donc du coup l'idée c'était de me libérer de ce poids-là, et pour que je puisse continuer à avancer et à rayonner en tant qu'athlète et à découvrir la véritable athlète que j'étais. Et c'est ça qui m'a permis de repartir, de rebondir, et parce que je me suis lancé aussi un nouveau défi, et c'est à ce moment-là que je décide de changer de catégorie de poids, parce qu'en 70 j'arrivais plus, j'arrivais en compète, je pleurais. Je gagnais les compètes, j'arrivais en compète, je pleurais. Donc c'était hallucinant. Mes parents comprenaient pas du tout. Mes entraîneurs, ils savaient plus quoi faire. C'était mon chemin de croix. Et ensuite, lorsque j'ai décidé que j'en avais pas fini avec le judo, que je n'avais pas fini avec moi-même, c'est bon pour moi, je pouvais repartir. Mais par contre, repartir à ma façon. C'est-à-dire que même mon choix de descendre de catégorie de poids, en fait, pour moi, c'était comme une punition, en fait. Ah t'as pas réussi en 70, tu te lances un nouveau défi et on va voir ce que tu es capable de faire en 63. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de switcher et de me reconstruire. Donc, c'est un peu violent comme ça, mais c'est... Ouais, non, mais c'est vachement intéressant parce que là, quelque part, est-ce que le fait que tu étais déjà confirmée championne du monde, tu repartais entre guillemets à zéro dans une catégorie en dessous et que tu avais tout à refaire Ouais, quasiment, ouais. Ça a été une motivation nouvelle pour continuer. Ça a été une motivation nouvelle pour continuer. Ça m'a régénéré, en fait. Alors ensuite, tu redeviens championne du monde dans cette catégorie. Oui. Il y a les JO de Londres et cette fois, tu réussis à décrocher une médaille. Je me demandais comment tu avais vécu cela, sachant que peut-être tu étais en attente d'une médaille d'or. Ah oui, c'était pas celle espérée. Comment tu vis cette médaille qui est quand même une médaille olympique? C'est une déception quand même? Est-ce que c'est aussi quelque chose de positif? Non, aujourd'hui, c'est très positif. Sur le coup, c'était un soulagement. Après coup, je l'ai pris comme une déception. Et après, je l'ai pris comme bien mérité, gagné, que j'étais allé la chercher et comme quelque chose de très, très positif. Donc, il te faut du temps, des fois, pour analyser ce que tu es capable de faire. En tout cas, par rapport à cette compétition particulière que sont les Jeux Olympiques, oui. Parce que j'avais une revanche à prendre sur moi-même avec les Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, en 2014, tu n'es pas sélectionnée, tu redeviens championne du monde en 2015. Et donc, je me demandais s'il y avait un lien aussi de ces deux choses. Le fait que j'ai encore changé de catégorie? Oui.
Il y a un lien, je sais pas, c'était, en fait, ma médaille olympique, ça a été vraiment un soulagement et je l'ai pris comme, voilà, quelque chose que j'avais, réussi à accomplir malgré la difficulté, malgré plein de choses. En plus, cette journée a été terrible pour moi, mais au final, je m'en suis sortie et j'ai laissé, beaucoup de plumes, énormément. Même, enfin, déjà les 4 ans, voire les 7 ans avant, depuis que je suis rentrée à l'INSEP, j'avais déjà laissé beaucoup de plumes et surtout, mentalement, psychologiquement. Arrivé en 2014, donc je fais ma dernière médaille en 63 au championnat du monde en 2013. J'entre aussi dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que bon bah au niveau de ma formation, j'ai déjà un master 2 en management public. Je m'interroge aussi sur mon avenir et je décide de passer le concours du professorat de sport en 2013. Et d'ailleurs, j'avais aussi même 2012-2013 et j'avais aussi les Jeux. Donc du coup, ça faisait j'avais plusieurs objectifs. Le concours, je le passe la première fois, je le loupe. Et donc il y a la deuxième session en 2014. Et là, je commence à me dire, bah écoute, Jay, il y a ton concours et tout, il faut que tu mettes le paquet sur le concours. Mais malgré tout, je veux pas lâcher le judo parce que j'aime ça et puis j'ai envie de continuer. Et puis encore une Olympiade et je me dis que je suis encore en mesure de pas avancer et aller chercher une deuxième médaille olympique. Mais je me dis que pour être bien dans mes baskets, est-ce que c'est en restant 63 kilos et en faisant des régimes à foison ou en remontant de KT et en me faisant une dernière Olympiade où je suis plus, et je mets des guillemets, mais des très gros guillemets, plus tranquille, mais j'allais dire niveau poids, et pour que je puisse un peu souffler, et quitte à faire une dernière Olympiade, autant la faire avec moins de bâtons dans les roues, beaucoup plus épanouie, etc. Et là, je cherchais vraiment à être épanouie plus en tant qu'athlète, quoi. C'est dans ce sens-là que je décide de changer de KT. J'ai mon professorat, je suis championne du monde, je me plante au jeu, mais je suis une athlète accomplie. Ouais, tu redeviens vachement performante derrière quand même. Ouais. Et justement, c'est une question aussi que j'avais par rapport, tu parlais de régime, l'exigence qui est liée au fait de conserver un certain poids. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour toi? Est-ce que c'est, tu vois, une discipline supplémentaire à avoir? Moi, ça n'a jamais été une pression, les régimes. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que quand j'étais en 63 kilos. Je l'ai incorporé pleinement dans mon modèle de performance, en fait. C'est ça, c'est le job, c'est comme ça. Bah, tant mieux, parce que ça, j'imagine que ça peut être quand même compliqué parfois. Ah oui, c'est pas, bah déjà, c'est pas pour tout le monde pareil. Et puis oui, il y a des fois, ça a été compliqué. Et notamment une fois, j'ai toujours bien fait mes régimes en respectant bien, parce que j'avais une hygiène alimentaire quand même assez stricte. Et c'était quand même ma hantise. Ma hantise, c'était d'arriver à une compète et de ne pas être au poids. Donc de toute façon, je faisais tout en amont pour pouvoir être bien, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être cool et être après pleine disposée à pouvoir combattre, quoi. Et quand tu regardes toute ta carrière avec ton immense palmarès, qu'est-ce que le judo t'a appris finalement? Déjà, il m'a confortée dans cette attitude de combattante que j'ai. Ça m'a confortée dans ça et de me dire qu'en fait, je suis bien un individu, une femme combative, dans le sens où je vais de l'avant, où je ne me laisse pas faire, où je ne baisse pas les chines, je ne courbe pas les chines. C'était l'expression préférée de mon papa. Je ne courbe pas les chines facilement. Et ça a vraiment renforcé, ça a même mis en lumière ce côté-là chez moi en fait. Bah, la résilience, de toute façon, enfin ça c'est le sport aussi. Et ça m'a révélé, ça m'a permis d'être plus détendue, enfin de faire bouger les lignes en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais d'obligation de réussite. En fait, il n'y a pas d'obligation de réussite. Et en fait, alors je sais pas si c'est le judo ou c'est aussi le travail que j'ai fait derrière, préparation mentale, etc., qui m'a permis en fait d'être plus légère par rapport à ça et du coup de plus me libérer de certains liens que j'avais et de pas être obligée de faire des choses en fait. Ouais, donc en fait, au fur et à mesure du temps, tu t'es libéré de cette obligation de devoir gagner à tout prix. Exactement. Et derrière cette obligation de devoir gagner à tout prix, il y a aussi l'obligation de réussite. Et c'est aussi une obligation par rapport à la situation familiale, par rapport au rang que j'ai dans la fratrie, par rapport à plein de choses. Donc en fait, il y a plein de choses derrière qui en découlent. Et de dire que bah je suis obligée de rien. Si j'ai envie, oui. Si je le souhaite, oui. Mais c'est pas une obligation. Donc tout doit partir de toi, de ton envie. Exactement. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de toute façon à continuer à cultiver. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.